un de mes sujets favoris maintenant. On parle de l'intelligence émotionnelle et aussi de l'expression convenable des émotions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette capsule-ci? On va parler de l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, et surtout les deux composantes qui la distinguent, et de l'expression convenable des émotions. Maintenant qu'on les a identifiées, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux qu'est-ce que c'est, comment gérer ça, comment on fait pour bien les exprimer, puis pour que ça passe bien de deux côtés. Donc, on va voir 5 étapes super importantes que je risque de revoir et de répéter, par exemple, lors d'un examen si je suis une prof de psycho. Donc, l'intelligence émotionnelle. On parle souvent de l'intelligence comme du QI, par exemple, de qu'est-ce que c'est, moi, mon intelligence, comment je suis capable de réussir aux examens, et cetera. Et la plupart du temps, on essaie de mesurer cette intelligence-là, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une bonne note à mon examen, et cetera. Est-ce que j'arrive premier quand je fais un sport, donc l'intelligence kinesthétique, et cetera. Est-ce que je gagne beaucoup d'argent, donc nécessairement, je dois avoir une certaine intelligence au niveau business, et cetera. Donc, quand on préconise la logique, l'efficacité, l'expression des émotions, souvent, non seulement ce n'est pas préconisé, mais c'est vu comme une faiblesse. Par contre, il y a des écarts assez flagrants de logique et la plupart du temps, ils sont dus aux émotions. Donc, quand on parle de rage au volant, de violence conjugale, d'excès de violence dans les sports, et cetera, ça n'enlève pas notre intelligence dans le sport en question, mais en général, ça fait en sorte qu'on devient beaucoup moins intelligent tout d'un coup. Hem Et c'est quelque chose qui mérite d'être compris. On a creusé un petit peu plus au niveau de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, c'est la capacité à gérer, à reconnaître ses émotions, ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, et à éprouver de l'empathie pour les autres. Donc, ce n'est pas juste qu'est-ce que moi je ressens, comment je me sens, qu'est-ce que je vois là-dedans, mais aussi la capacité de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre, d'avoir de l'empathie et là, d'adapter son comportement aux autres autour de nous avec des compétences personnelles et des compétences sociales. Heu, Daniel Goleman nous a tout d'abord parlé d'intelligence émotionnelle qu'on appelle QE, vu que tout le monde parlait tellement du QI, qui est, IQ en anglais et qui mesure l'intelligence logique et plutôt académique. Et ben, Goleman nous a parlé d'intelligence émotionnelle et il dit que c'est beaucoup plus important, souvent dans la vie, parce qu'on se sert de ça pour établir des relations, pour bien se comprendre, pour bien comprendre les autres. Et donc, peut-être que ce serait même encore plus important que notre quotient intellectuel, selon Goleman. Par exemple, un individu qui a une bonne intelligence émotionnelle a 4 composantes d'une émotion et les maîtrise. La première, c'est la composante physiologique. Heu, on a vu, hein, on ne contrôle pas nécessairement qu'est-ce qui se passe, mais on comprend qu'est-ce que ça veut dire quand mon rythme cardiaque augmente, quand ma respiration augmente, et cetera. On comprend surtout qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans notre corps et qu'est-ce que ça veut dire ça en termes d'émotion. On comprend aussi l'aspect comportemental, donc le non-verbal de l'émotion. Est-ce que je me mets à taper du pied, je suis très impatient? Est-ce que la personne se met à pleurer? C'est du non-verbal qui est beaucoup plus clair, mais juste croiser les bras, changer notre expression faciale, hein. On le sait, il y a plusieurs expressions faciales qui ne sont pas faciles. Le ton de la voix, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu le paralangage, donc ça fait partie de ça. On a aussi l'aspect contextuel. Où est-ce que l'émotion se passe? Dans quel contexte? C'est sûr qu'il y a différents contextes où une émotion est beaucoup plus logique qu'une autre. Par exemple, pleurer dans des funérailles ou pleurer à un mariage. Hem, Si quelqu'un, nécessairement, se met à pleurer puis à être désemparé quand c'est une demande en mariage, c'est probablement pas positif. On a plus l'attente d'une réaction de joie. Donc de comprendre aussi que le contexte va nous expliquer beaucoup sur l'émotion qui est en train d'arriver et finalement,
la capacité de comprendre tous ces éléments-là, donc l'aspect d'interprétation, l'aspect cognitif, hein, notre paire de lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire quand il se passe ça physiologiquement, quand ce comportement-là arrive et quand il arrive dans ce contexte-là? Donc, on arrive à faire des liens et à comprendre un peu tout ça. C'est comme ça qu'on explique l'intelligence émotionnelle. Un exemple concret de bonne intelligence émotionnelle. Donc, quelqu'un va être en retard pour une réunion très, très, très importante au travail. Il y a beaucoup de circulation sur l'autoroute. Donc, qu'est-ce qui arrive physiologiquement? Tension physique très importante, le visage se crispe, donc on comprend le comportement, on serre le volant un petit peu plus tard. Contextuel, mais on sait qu'on a une réunion et qu'on va être en retard au travail. Donc, on n'est pas seulement dans le trafic, mais il y a un contexte à tout ça. Et qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? Bien, c'est parce qu'on sait que dans ce contexte-là, il y a quelqu'un qui va nous reprocher d'être en retard et ce ne sera pas nécessairement très positif. Qu'est-ce qui peut arriver? On peut tenter de se calmer, c'est-à-dire, c'est vraiment plate d'être en retard, mais j'ai pas le contrôle sur la circulation, hein. Quand on fait notre fenêtre de contrôle, sur quels éléments en ce moment j'ai le contrôle? Bien, sur moi, sur qu'est-ce que je vais dire aux autres et comment je vais gérer la situation dans mon environnement une fois arrivé, mais la circulation en tant que telle, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, ce serait de l'intelligence émotionnelle d'arriver à se calmer dans un contexte comme ça. Si on prend exactement la même situation, donc toutes les mêmes choses se passent et les quatre volets sont là, qu'est-ce qui serait une mauvaise intelligence émotionnelle? Eh bien, de ne pas accepter qu'on est responsable en partie de ce retard-là. Peut-être qu'on aurait pu partir plus tôt, et cetera. Parce qu'on peut rentrer dans la réunion et dire: «Excusez-moi, je n'avais pas prévu le trafic, donc c'est de ma faute. Voici les explications» et d'arriver à sa réunion. Dans ce cas-ci, on va se disputer avec les membres de sa famille avant le départ. On va être très impatient parce qu'on sait que ça s'en vient. Peut-être qu'on va se fâcher après les autres conducteurs. Peut-être qu'on va se mettre à rager dans notre, voiture. Hein, peut-être que des fois, ce qu'on voit avec la rage au volant, c'est de la mauvaise maîtrise de soi, clairement. Ça fait partie d'une mauvaise intelligence émotionnelle et probablement qu'une fois qu'il va arriver, il ne sera pas très disposé à sa réunion. En plus d'avoir été en retard, il va être impatient, il va être désagréable. Heu, donc nécessairement, on ne gagnera pas là, à l'avoir dans cette réunion-là et ça ne va pas nous aider à apprécier la personne et entre guillemets, «pardonner» un peu le retard parce qu'il va avoir cette attitude-là qui est très, très, très négative. Donc, toujours selon Goleman, la capacité d'un individu à comprendre ça et à développer des relations, ça vient de cette intelligence émotionnelle-là, à comprendre ce qui se passe avec lui et donc être capable de bien entrer en relation avec les autres parce que quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité de ses actions, qui peut être colérique, qui n'a pas nécessairement les bonnes émotions au bon moment, bien, c'est plus difficile d'entrer en relation avec lui. Et non seulement ça, l'intelligence émotionnelle, je vous le rappelle, a aussi une composante sociale, c'est-à-dire qui est de comprendre qu'est-ce que les autres sont en train de vivre. Donc, contrairement à notre fameux QI, qui est généralement stable au fil du temps, on peut mesurer le QI de quelqu'un vers les 30 ans, on peut le remesurer vers les 50 ans. En général, on arrive à un indice qui va être très semblable malgré, par exemple, la scolarité qui se poursuit ou la vie, tout simplement. On le mesure avec son âge, et cetera. On va arriver à des degrés qui se ressemblent. Ceci dit, l'intelligence émotionnelle peut être améliorée. Il suffit d'aiguiser ses sens par rapport à ça, de travailler sa paire de lunettes et d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe pour améliorer tous ces aspects-là. Et donc, il y a probablement beaucoup de problèmes qui pourraient être réglés en ayant un peu plus d'intelligence émotionnelle, que ce soit la personne, bien comprendre, bien gérer, bien exprimer ses émotions, ou encore la partie empathie, c'est-à-dire être en mesure de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre et de bien comprendre, aider à gérer, et cetera, ce que les autres vivent également. On va regarder un petit peu les 2 sphères spécifiques de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire les compétences personnelles. Qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer mon intelligence émotionnelle et tous les volets de ça et mes compétences sociales. Ça se peut
d'avoir de l'intelligence émotionnelle personnelle très, très, très élevée et des compétences sociales très faibles ou vice-versa. Il y a des personnes qui sont très fortes dans un volet, moins dans l'autre et ça se peut aussi qu'il y a certains aspects qu'on va regarder un petit peu plus en détail, qui sont plus forts chez certains et d'autres qui sont un petit peu plus faibles. En général, ça ne se mesure pas aussi simple que 2 volets, c'est tout. Donc, je vous conseille d'aller voir Goleman sur internet et de tester votre intelligence émotionnelle. Il y a plusieurs tests qui existent, qui vont vous aiguiller un petit peu là-dessus. Essayez de voir une source, quand même crédible au niveau du test des émotions, mais il y en a quelques-unes là avec des organisations psychologiques reconnues qui vont vous permettre peut-être de voir où vous vous situez et surtout sur quoi ou sur quels aspects peut-être il y aurait un peu de travail à faire. Et donc, si on prend le tableau avec les volets qu'on vient de voir, on va commencer par la compétence qui est bien personnelle de conscience de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, on a conscience de nos propres émotions, c'est des choses qu'on a travaillées, on est capable de les reconnaître et de savoir qu'est-ce que nos émotions cachent dans nos besoins, nos désirs, nos états intérieurs, etc. On a aussi une auto-évaluation réaliste. Donc, on connaît nos limites, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses et on est capable de peut-être pas se gérer, mais de se comprendre un petit peu mieux à cet état-là. Et la confiance en soi qui fait partie aussi de la conscience de soi, donc de voir notre valeur et nos capacités, de pouvoir voir autant le positif que le négatif. Des gens qui ont trop de confiance en eux, ça peut être aussi néfaste que des gens qui en ont pas assez. Donc, avec l'auto-évaluation réaliste, ça nous aide à avoir une confiance en soi qui est saine et qui est juste. On a aussi la maîtrise de soi, hein. Ça, c'est quand on sent que la colère vient dans l'auto, bon, on comprend pourquoi elle est là, mais aussi on gère nos impulsions. On est capable de se calmer, de respirer, de contrôler ce qui se passe avec nous. On reste crédible, on reste honnête, dans notre responsabilité, dans la gestion de nos émotions, même dans, la conscience de ces émotions-là. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? On est tous capables, de se raconter des histoires. Ici, c'est peut-être d'être un peu, réaliste avec nous-mêmes aussi et il y a une conscience professionnelle ici, le souci de toujours bien faire son travail. Pas de se dire: «Est-ce que je fais bien mon travail quand les gens me regardent?» mais est-ce que je fais bien les choses tout le temps? Est-ce que j'ai ce désir-là de bien faire les choses? Et finalement, est-ce que je m'adapte bien au changement? Est-ce que quand il y a quelque chose d'imprévu qui survient, je suis capable, moi, de rebondir puis de faire autre chose pour adapter mon comportement à la situation? Il y a aussi l'aspect motivation. On vient de dire la conscience professionnelle, mais ça vient aussi avec la motivation. Il faut vouloir faire, preuve d'excellence et donc d'être déterminé, de faire des efforts vers nos objectifs et vers les choses qu'on veut, de aussi savoir s'impliquer. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'engagement? C'est d'être dans le moment présent, d'être pleinement dans ce qu'on fait et d'avoir l'impression, qu'on participe à quelque chose. Finalement, l'initiative, saisir les occasions qui se présentent, et cetera et d'avoir de l'optimisme, encore une fois, une confiance en soi, mais surtout la confiance en soi de, ben je vais poursuivre mes objectifs, ils sont réalistes, je vais être capable de les atteindre, et cetera, parce que j'ai cette confiance en moi qui est là et qui est saine. Si on regarde maintenant l'autre aspect qui est finalement les capacités sociales, on a tout d'abord l'empathie. L'empathie, c'est vraiment la capacité de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre et de voir la vie à travers leurs lunettes. Donc, c'est cette compréhension-là qu'on va aller chercher. Donc, comme je dis, la capacité de dire, ben, je vais mettre ta paire de lunettes 5 minutes là, pour voir toi comment tu vois la vie. Pas comment je pense que tu devrais voir la vie, mais comment tu te sens vraiment dans cette situation-là. Le support aussi fait partie de ça, c'est-à-dire avoir envie d'aider, mais aussi de reconnaître peut-être que la personne a besoin d'aide et qu'on peut être là puis l'aider à satisfaire ses besoins. On a aussi, la partie stimulation, souvent dans des équipes et cetera, on reconnaît les points forts des autres et on essaie de les encourager et cetera, de stimuler leurs capacités.
réunir. Ça, c'est une belle capacité de rassembler les gens. Donc, par exemple, dans un travail d'équipe, reconnaître que chaque personne a des forces, les encourager dans leurs forces et trouver des points communs pour réunir tous ces gens-là ensemble avec leurs capacités qui sont peut-être différentes, mais complémentaires. Et finalement, avoir un sens politique. Ça, c'est rentrer dans une pièce puis comprendre les relations, les émotions de groupe. OK, il y a un petit groupuscule ici, ces 4 personnes-là, ils ont l'air de bien s'entendre. Il y a l'air d'avoir un petit conflit avec l'autre groupe et cetera. C'est d'être capable de voir un petit peu, vu d'en haut, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un groupe de personnes, puis de comprendre ces dynamiques-là. Les aptitudes sociales de l'autre côté, c'est finalement avoir du charisme, savoir persuader, savoir rallier les gens à notre point de vue, aussi communiquer, être clair. On va voir des belles façons de communiquer, mais si on est capable de dire clairement les choses, c'est beaucoup plus simple aussi d'amener les gens à notre point de vue. Du leadership, on va en parler de leadership vers les prochains cours. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais de bien guider les gens aussi et de le faire pas nécessairement de façon néfaste ou négative. On va voir de l'entreprise. C'est différent du leadership et de l'entreprise. On n'est pas obligé toujours d'être dans une position de leader pour avoir de l'entreprise, pour aider à initier des changements et à gérer les changements qui surviennent. Donc, des fois, on a ce rôle-là dans un groupe et par contre, les leaders qui ont de l'entreprise ben, ont une carte de plus à leur jeu et c'est vraiment efficace. De la médiation, hein? Vous savez c'est quoi un médiateur? Donc la personne qui se place entre 2 pour gérer le conflit, donc d'avoir des capacités de médiateur comme ça pour aider les gens à régler des conflits interpersonnels. De l'entre-gens, créer des relations, la personne qui va vers les autres, qui parle, qui trouve des liens communs et qui est capable d'entrer en relation plus facilement. On a de la coopération, savoir collaborer avec les autres. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas toujours simple non plus, mais de comprendre quand c'est important de collaborer et comment collaborer. Et finalement, de savoir rassembler des gens autour d'un objectif commun. Encore une fois, une grande qualité d'un bon leader que pas tous les leaders ont. Mais évidemment, quand on a ça au sein d'un groupe, ben là, le groupe a vraiment beaucoup de chances d'aller loin. Mais ça peut vouloir dire aussi peut-être nos objectifs communs, une cause commune. On a vu beaucoup de rassemblements qui sont tu sais, aux États-Unis, ce qui s'est passé avec de la brutalité policière, avec différentes choses, on a vu des gens avoir cette espèce de synergie-là quand ils parlent de leurs idées et quand ils le font avec émotion, rassembler les gens autour de leur cause, ça fait partie de la synergie également. Dernier volet ici, c'est l'expression des émotions, c'est-à-dire, une fois qu'on a l'intelligence de connaître nos émotions, survient un incident, un conflit, quelque chose qui va un peu moins bien, comment on fait pour bien exprimer ses émotions pour que ce soit constructif et efficace surtout? Donc, il faut apprendre comment bien communiquer nos émotions et la clé de ça, c'est l'utilisation d'un langage responsable. C'est ce qu'on va voir. On va voir 5 étapes. Qui ont été prouvées, c'est-à-dire, on a vu, hein, avec, l'imagerie médicale, l'imagerie médicale, l'imagerie, cérébrale fonctionnelle, donc de l'imagerie quand quelqu'un est en train de faire une tâche, que le stress associé à une émotion diminue si elle est reconnue, si elle est nommée et il faut maintenant la communiquer efficacement pour réussir à ce qu'il y ait du changement, à ne pas recréer ce stress-là tout le temps. Et comment on fait aussi pour pas nécessairement envenimer la situation et créer du stress chez quelqu'un d'autre. Donc, le principe ou les principes du langage responsable, on va en voir 5. Qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord le jeu primordial. On a vu ça souvent quand on fait des petits topos sur les relations de couple, ces choses-là. On dit: «Ah, je» ben oui,
Parce que quand on n'utilise pas le «je» à la base, souvent les autres se sentent attaqués. Donc c'est important, comme c'est notre perception et nos émotions, hein, notre fameuse paire de lunettes, c'est important d'utiliser le «je» quand on veut exprimer ses émotions. C'est la base du langage responsable et ça aide pour les relations interpersonnelles. On a 5 étapes. Je vous demande de vous en rappeler parce qu'on va les utiliser, on va les pratiquer. La première, il faut décrire notre comportement. On va les voir en détail. L'expression de l'émotion, l'expression des conséquences qu'on a pu vivre par rapport au comportement et on formule des demandes appropriées pour la suite. La 5e étape, vous pouvez la mettre dans l'ordre que vous voulez, mais c'est toujours choisir le moment opportun pour communiquer ses émotions. On prend une situation X, par exemple, on va à une fête et c'est une fête de travail de votre conjoint. Vous ne connaissez personne. Ça fait 5 minutes que vous êtes arrivé et votre conjoint se met à parler avec quelqu'un d'autre et rire puis avoir du fun dans la soirée. Vous a pas nécessairement inclus dans la conversation et là, ça devient difficile et là, votre soirée commence à être plate et là, vous sentez la colère monter. Bon, il y a toutes sortes d'émotions qui viennent par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est cette colère-là? Peut-être que c'est pas vraiment de la colère, on va aller voir, mais nécessairement, il y a une situation qui est désagréable où le langage responsable serait utile. Première étape, la description du comportement. Ce serait facile d'accuser son conjoint de toutes sortes d'affaires dans cette situation-là. Ceci dit, il faut décrire un comportement. On ne peut pas présumer des intentions de personne. Donc, qu'est-ce qui est observable ou audible euh, dans la situation qui va susciter une émotion? C'est-à-dire, on s'en tient aux faits et juste aux faits, on évite les jugements, les explications, les interprétations. Faites attention aux croyances irrationnelles, comme toujours et jamais. Et il faut parler d'une situation présente. C'est super important de dire: «Ah, puis tu fais toujours ça, puis la dernière fois, puis la fois d'avant, puis quand tu es revenu». Une situation, une conversation. Donc, on s'en tient aux faits et on s'en tient surtout à la situation qui nous préoccupe. Par exemple, ici, nos parents nous questionnent sur notre vie amoureuse, on est un peu irrité. On pourrait réagir comme: «Hey, arrête de me gosser avec ça, tu veux toujours». Mot à éviter. Tout savoir, on pourrait dire: «Présentement, tu me questionnes beaucoup sur ma vie amoureuse, ça ne me tente pas de t'en parler». Dans notre situation de fête de bureau, le comportement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut décrire et observer? On est arrivé à la fête, ça faisait 5 minutes qu'on est arrivé, tu es allé discuter avec quelqu'un d'autre, tu ne m'as pas présenté ou inclus dans le groupe. C'est tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on est capable d'observer. On ne peut pas dire: «Tu m'as rejeté, tu as fait ci, tu as fait ça». C'est des choses qu'on observe, donc que les comportements observables qu'on décrit. Deuxième étape, l'expression de l'émotion. Ça, c'est votre paire de lunettes. Comment est-ce que ça vous a fait sentir, tout simplement? Donc, on nomme ces émotions à la première personne. Le «je» est toujours très, très important. Donc, je me suis sentie comme ci, comme ça, et on comprend que c'est notre responsabilité. Moi, je me suis sentie comme ça. Par exemple, quelqu'un, notre fameux exemple de fête de travail, pourrait avoir dit: «Ah, il discute avec telle personne, je vais aller me présenter à un autre groupe» et il y en a pas d'émotion. Donc on est responsable de notre ressenti. On blâme pas l'autre pour nos émotions parce que, c'est notre état émotif nous appartient, évidemment. Un petit exemple, quelqu'un nous laisse tomber un samedi soir, ben là, «Tu penses toujours juste à toi» et cetera. Ça, c'est une accusation. Par contre, on est capable de dire: «Ben, quand tu me cancelles à la dernière minute, je me sens comme si tu avais pas de considération pour moi». C'est ça le sentiment. Parce qu'on pourrait juste dire colère, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Dans notre situation de fête, de bureau, on peut dire aussi: «Je me suis sentie exclue» ou «Je me suis sentie rejetée, ça m'a fait beaucoup de peine». Donc, c'est pas nécessairement juste de la colère. C'est quoi les conséquences du comportement?
Ça, c'est un aspect important. Des fois, on ne s'imagine pas aussi que l'autre personne ne réalise pas les conséquences, mais des fois, c'est ça. Des fois, la personne n'avait pas de mauvaises intentions avec ce qui s'est passé, ses actions. Par contre, pour nous, nécessairement, si on a une émotion, c'est qu'il y a des conséquences. C'est important de décrire ces conséquences-là. Donc, on est franc, puis on dit, voici l'information peut-être qui te manque par rapport à ton comportement. Par exemple, vous avez un coloc qui est tout le temps dans la salle de bain. Tu sais, souvent, on va être très fâché, on va être énervé, et cetera. On va dire: «À cause de toi, j'ai manqué mon rendez-vous, tu aurais pu prendre 20 minutes, tu sais, tu en avais en masse, tu as pas pensé à moi». On peut se fâcher facilement. Par contre, ici, conséquence, ce serait de dire quand tu utilises la salle de bain pendant longtemps ou peut-être quand tu ne vois pas l'horaire avec moi au préalable, quand tu ne me demandes pas si tu en as besoin, moi, je suis déçue et en colère. On vient de décrire nos émotions. Et j'ai l'impression de ne pas être respectée. C'est ça la conséquence. Par exemple, dans notre exemple de fête, on pourrait dire: «J'ai l'impression, de ne pas être importante à tes yeux. J'ai l'impression que, que ma présence était pas nécessaire ou était pas souhaitée». Ça pourrait être une conséquence, par exemple. Dernière étape au niveau de la conversation, c'est la formulation de demandes appropriées. Donc, là, on fait des demandes. Tu aurais dû faire ci, puis tu as pas fait ça, puis tu aurais dû pour l'avenir. C'est le mot-clé dans ces demandes-là, c'est-à-dire on met l'accent sur le futur. La prochaine fois. Parce que l'idée, c'est pas de faire des reproches, c'est passé, ça sert à rien. L'idée, c'est d'éviter que la situation se reproduise, puis comment on met les choses en place pour qu'à l'avenir, ça aille mieux. Donc, on clarifie nos attentes. Qu'est-ce qu'on voudrait pour l'avenir? Par exemple, encore notre exemple de salle de bain ici, à cause de toi, j'ai manqué mon rendez-vous, et cetera. Dans notre conversation, quand on lui dit: «J'ai l'impression que tu ne me prends pas en considération», on complète en disant: «La prochaine fois que tu vas utiliser la salle de bain pour une longue période, heu, est-ce que tu pourrais me demander, si ça me dérange ou non ou si j'ai quelque chose?» C'est juste ça une demande et c'est pas: «La prochaine fois, tu me demandes». C'est: «Est-ce que tu pourrais faire ci ou ça la prochaine fois?» Par exemple, la prochaine fois, est-ce que tu pourrais t'assurer quand on est dans une fête de bureau, où je connais pas beaucoup de gens, de me présenter des gens et de m'inclure un peu plus dans les conversations pour que je me sente pas exclue? Voilà. Maintenant, dernière, étape qui peut sembler peut-être, anodine, mais qui est probablement la plus importante, c'est de choisir le moment opportun. On l'a vu avec la colère, jamais une bonne idée, peut-être d'exprimer sa colère quand on est très émotif et qu'on est dedans. C'est la même chose pour le langage responsable, peu importe l'émotion que ça a généré, parce que la plupart du temps, quand on est très émotif, c'est pas le meilleur moment. Nos mots peuvent dépasser notre pensée, on peut être beaucoup plus impulsif. Hem, Comme l'idée ici de quand on a faim d'aller faire l'épicerie, ben, ça va coûter plus cher. Probablement que la conversation ne sera pas aussi calme, puis aussi respectueuse des 2 côtés. Puis peut-être que l'autre personne ne va pas être 100 disposée à nous écouter. Par exemple, quelqu'un a encore oublié de faire la vaisselle, il joue à son Xbox dans le salon, on on devient très fâché instantanément. Ben, si on arrive dans le salon en criant, probablement que c'est pas une bonne idée. Si on est en train de discuter calmement, tout le monde ensemble, en soupant, ben là, on peut peut-être exposer la situation beaucoup plus calmement. Notre exemple de fête tout à l'heure, bien probablement que c'est pas nécessairement dans le taxi en revenant, en étant fâché, puis en ayant le goût de pleurer, puis en étant, tu sais, dans toutes ces émotions, qu'on va avoir cette conversation-là. C'est probablement le lendemain, quand on va être calmé. Puis des fois, c'est correct aussi de dire: «Écoute, en ce moment, j'ai beaucoup d'émotions, et j'aimerais ça qu'on s'en parle, mais demain». Fait qu'on on nie pas qu'on a ces émotions-là, mais des fois, c'est pas nécessairement le temps d'avoir ce langage responsable-là. Moi, ma conjointe disait souvent aux enfants: «Là,
Je suis vraiment très fâchée, là. Fait qu'on va s'en parler demain. Des fois, ça fait plus peur à l'enfant, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous comprenez que sous le coup de l'émotion, c'est difficile de s'exprimer clairement, de ne pas blesser l'autre et d'exprimer aussi des attentes claires pour la suite. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est le langage responsable? Les 5 étapes, c'est décrire les faits, ses émotions au jeu, les conséquences, des attentes pour le futur et choisir le bon moment pour faire ces 4 étapes-là. Donc, j'aimerais que vous fassiez un petit exercice maintenant, c'est-à-dire prendre une situation où un conflit a lieu, que ce soit le vôtre, quelqu'un que vous connaissez, un extrait d'une émission de télé, ça ne me dérange pas. Ce que je veux, c'est que vous puissiez me décrire la situation, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'était quoi le dialogue, etc., qui a fait que c'était une situation un petit peu plus explosive. Et maintenant, réécrivez la situation. Qu'est-ce qui aurait dû se passer dans les circonstances en utilisant du langage responsable pour résoudre cette situation-là? Qu'est-ce qui aurait fonctionné avec nos fameuses 5 étapes? Ça va? Bon travail!